Depuis 30 ans, le groupe Axiom Associés est un acteur incontournable de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes en Occitanie et en Provence. Certifié ISO 9001, partenaire du cabinet PVB Société d'avocats, membre du réseau national Différence, nous sommes leader régional et 42e cabinet national. Aujourd'hui, la proximité et la personnalisation de la relation client sont au centre des préoccupations de nos 270 collaborateurs. Nous nous engageons à proposer, en plus de notre cœur de métier, des solutions innovantes et pluridisciplinaires pour accompagner les dirigeants, que ce soit le conseil, la fiscalité, le juridique, la formation, la gestion sociale, la gestion de patrimoine et l'ingénierie informatique. Nous tenons tout particulièrement à donner une réponse adaptée à nos clients, quelle que soit sa taille ou son activité, qu'il s'agisse du secteur associatif et culturel, du médico-social et du social, des activités peut-être plus traditionnelles comme l'agriculture, les artisans, les commerçants ou encore les professions libérales ou les activités de loisirs. Nous nous adaptons aux spécificités de chacun. Le groupe vient d'accueillir cette année de nouveaux cabinets à Béziers, Narbonne et Alès. Nous voulons saisir l'opportunité de la nouvelle région Occitanie pour intégrer de nouveaux bureaux et pour objectif d'atteindre la taille critique nécessaire pour relever les défis digitaux et technologiques. Mais n'oublions pas l'humain qui est au cœur de nos valeurs fondamentales, car le bien-être au travail et le management sont les clés pour assurer une qualité de service optimale pour nos clients. Cette année, nous lançons un réseau collaboratif d'entreprises pour offrir à nos équipes des outils de travail encore plus performants et innovants. Notre avenir, nous le consolidons au travers d'un projet stratégique qui est destiné à renforcer notre culture d'entreprise et améliorer l'efficience de nos process et de notre organisation. Ainsi, l'objectif, c'est de devenir l'acteur incontournable de la région en proposant aux dirigeants un accompagnement dans la durée, une approche sur mesure et la capacité à actionner tous les leviers de leur développement. WeDoBiz. 3 minutes, Un expert, Un conseil. Sur WeDoBiz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de WeDoBiz où j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Godin. Bonjour. bonjour. Olivier Godin, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, associé chez Alliantis, également membre du groupement Différence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la délégation de pouvoir. Alors c'est vrai qu'on dit souvent aux entrepreneurs qu'il faut apprendre à déléguer. Là, moi j'apprends qu'on peut déléguer aussi une partie de son pouvoir et du coup ce qui va avec, à savoir une partie de ses responsabilités. Dites-nous tout. Alors, tout à fait. Donc le principe, c'est que le dirigeant est responsable pénalement de l'ensemble de ses actes et également de l'ensemble des actes des salariés. Donc il y a une difficulté effectivement puisque au fur et à mesure du temps on va avoir un nombre de fonctions de plus en plus complexes et puis on n'est pas toujours présent dans l'entreprise. Donc une des façons effectivement de pouvoir limiter ses propres fonctions, c'est justement d'en déléguer une à un salarié. Alors est-ce que ça veut dire qu'on peut tout déléguer, tout sans pouvoir ? Non, vous pouvez pas tout déléguer puisqu'il faut toujours que le chef d'entreprise soit le chef d'entreprise. Par contre, il faut le limiter effectivement déjà par rapport à votre propre pouvoir et puis généralement par rapport à une fonction. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la délégation de pouvoir au départ, elle a plutôt démarré sur la fonction hygiène et sécurité. Et puis après, il y a eu un certain nombre de fonctions étendues. Alors, on peut retrouver le chef de chantier, on peut avoir le responsable de personnel, enfin toutes sortes de fonctions de ce type. Existe-t-il un contrat ou un document type à signer entre les deux parties ? Voilà, la jurisprudence n'impose pas d'écrit, hein, donc vous pouvez tout à fait le faire de façon orale. Par contre, vous comprendrez bien que pour les besoins de la preuve, il est important d'avoir effectivement un écrit, quoi. Est-ce qu'il y a, si on veut conclure, 3 ou 2 intérêts particuliers pour le chef d'entreprise à cette délégation de pouvoir ? Alors, je rajouterais d'abord une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que déjà pour faire la délégation de pouvoir, il faut déjà avoir la bonne personne. La bonne personne, c'est avoir quelqu'un effectivement qui ait l'autorité, les compétences et les moyens nécessaires. Donc l'autorité, ça signifie qu'il y a des pouvoirs qui lui ont été conférés pour pouvoir œuvrer et notamment si besoin, il peut sanctionner. La compétence, elle est liée à sa formation ou bien à son expérience professionnelle. Et puis les moyens nécessaires mis à sa disposition, ça signifie qu'il y a un budget qui lui est alloué pour pouvoir prendre un certain nombre de commandes ou autres, enfin liées à sa fonction, quoi. Je reviens sur les intérêts de la délégation de pouvoir pour l'entrepreneur. Alors les intérêts, alors, notamment le premier, on l'a évoqué au départ, c'est surtout effectivement en termes d'organisation. Le deuxième peut être en
termes de motivation du cadre à qui on va confier une fonction supplémentaire. Et puis, bien entendu, ça permet de simplifier un petit peu la gestion de l'entreprise. Eh bien, un grand merci à vous, Olivier Godin, je le rappelle, associé chez Alliantis et membre du groupement Différence. À très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. MyAxiom, une solution en ligne de gestion et de pilotage des entreprises 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mathis accède à sa comptabilité en toute sécurité. Florian dépose et consulte tous ses documents. Sandra se connecte à ses outils de gestion et de pilotage. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont choisi Axiom Associés, parce que nos plus belles réussites sont les vôtres. We-do-biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We-do-biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur WeDoBiz où j'ai le plaisir de recevoir Raymond Dijol. Bonjour. Bonjour Thomas. Raymond Dijol, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, directeur général de GVA, également membre du groupement Différence et enfin expert, et ça tombe bien, c'est tout le sujet de notre chronique aujourd'hui, en évaluation d'entreprise. Alors cette évaluation d'entreprise, concrètement quand on parle d'enjeux pour nos dirigeants, pour les actionnaires, de quoi parle-t-on ? Écoutez, l'évaluation d'entreprise, c'est un passage obligé, à mon sens, pour les dirigeants et pour les actionnaires. Pour plusieurs raisons. La plus connue, si vous voulez, c'est qu'en fait, quand on veut céder son entreprise. Et ça, on n'a pas le choix, il faut connaître la valeur de cette société. Ça, c'est le premier point. C'est indispensable. Il y a d'autres éléments dans la vie d'une entreprise qui font qu'on est amené aussi à évaluer. Alors, je vais en citer quelques-uns. Dans le cadre d'une restructuration d'entreprise, par exemple, ce qui est important. Je vais en citer un deuxième, c'est dans les groupes de sociétés. Tous les ans, si vous voulez, il faut connaître la valeur de votre filiale. Et dans ce cas-là, on est amené à faire des évaluations, ce qu'on appelle les impairment tests. Vous voyez ? Donc ça, c'est, je dirais, c'est l'approche via l'entreprise dans le caractère professionnel. Je pense également qu'à titre privé, on est amené aussi à demander des évaluations d'entreprise. Pourquoi ? Tout simplement, si vous voulez, vous avez l'ISF qui est en train d'un passage douloureux pour les détenteurs de titres. Et dans ce cas-là, il faut connaître tous les ans, au 1er janvier, la valeur de la participation que l'on détient, quand c'est considéré comme un bien non professionnel. Un deuxième exemple, encore plus douloureux, si vous voulez, c'est qu'en fait, dans le cadre d'un divorce, les titres d'une société appartiennent à la communauté. Il faut connaître la valeur de ces titres pour pouvoir indemniser l'un ou l'autre des époux. Vous voyez, donc, même dans le patrimoine privé, on est amené à utiliser une évaluation d'entreprise. Donc finalement, effectivement, les exemples, les moments où il faut connaître la valeur de son entreprise ne manquent pas. J'imagine malgré tout que ça ne s'improvise pas. Non, ça ne s'improvise pas. Si vous voulez, je pense que c'est une technique à part entière. Donc il faut connaître, d'une part, si vous voulez, ce qui est l'économie, la finance, le droit, mais aussi les différentes méthodes d'évaluation. Ce qui est important aussi, et souvent on l'oublie, c'est de dire qu'en fait, il faut regarder le contexte de cette évaluation, parce que d'un contexte à l'autre, l'évaluation va être différente. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples sur la manière de procéder à cette évaluation d'entreprise ? Alors, ce qui est très très important dans un premier temps, c'est l'analyse stratégique. Il faut connaître le positionnement de la société, sa création de richesse, ses forces, ses faiblesses, son secteur concurrentiel. Tout ça, c'est très important et c'est souvent négligé. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si vous voulez, il faut travailler sur différentes méthodes. Donc, la première méthode, la plus connue, c'est le DCF, la méthode DCF. Discounted cash flow, bien sûr, que tout le monde connaît. Le problème, si vous voulez, c'est que dans cette méthode-là, il faut avoir un business plan réaliste. Et puis, si vous voulez, il faut que le taux d'actualisation soit compatible. Si vous avez un business plan qui est irréaliste, la valorisation sera de facto irréaliste. Ensuite, vous avez des méthodes qu'on utilise également, qui sont la méthode des comparables, quand on peut avoir des transactions comparables dans ce secteur d'activité. Vous avez aussi la méthode des multiples. Donc, vous prenez les l'EBITDA, par exemple, multiplié par 4 ou 5. Ensuite, si vous voulez, il y a une méthode qu'on a, nous, les professionnels, tendance à rejeter, c'est l'actif net retraité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette méthode-là, c'est plutôt dans le cas d'un arrêt d'activité. D'accord, donc finalement, on prend la meilleure méthode, on regarde celle où vaut le plus notre entreprise et on choisit. Non, c'est pour la boutade. Concrètement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre en la matière ? Alors, si vous voulez, moi j'en citerai au moins 3. La première, c'est de s'appuyer sur un business plan irréaliste, ce qui est souvent le cas. La deuxième, c'est de faire la moyenne des méthodes, puisqu'elles ne sont pas compatibles entre elles. Donc, c'est totalement. Et la dernière, en fait, c'est de travailler principalement sur l'actif net retraité.
Et puis, si vous voulez, je voudrais rajouter un dernier point, c'est qu'il ne faut pas confondre prix de transaction d'une société et évaluation de la société, puisque dans le prix de transaction, les deux parties sont mis d'accord sur un montant. Pardon. Effectivement, la loi de l'offre et la demande, combien je suis prêt à la vendre et combien évidemment en face les gens sont prêts à acheter mon entreprise. Un grand merci à vous pour ces précieux conseils. Raymond Dijol, je le rappelle, expert comptable, commissaire aux comptes et expert en évaluation d'entreprise, on l'a bien compris, chez GVA, également membre du groupement Différence. À très bientôt sur l'antenne. Merci beaucoup. MyAxiom, une solution en ligne de gestion et de pilotage des entreprises 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mathis accède à sa comptabilité en toute sécurité. Florian dépose et consulte tous ses documents. Sandra se connecte à ses outils de gestion et de pilotage. C'est pour toutes ces raisons qu'ils ont choisi Axiom Associés, parce que nos plus belles réussites sont les vôtres. We-Do-Biz 3 minutes. Un expert. conseil. sur We-Do-Biz. Place à l'expertise, une fois de plus sur WeDoBiz. J'ai le plaisir d'échanger avec Pierrick Belin. Bonjour. Bonjour. Pierrick Belin, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez Axiom Associés, également membre du groupement Différence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question cruciale pour nos entrepreneurs, celle du financement de nos PME. Et finalement, vous êtes venu partager avec nous l'idée que des alternatives aux banques existent. De quoi parle-t-on ? Alors effectivement, on va parler d'un point crucial des PME, une problématique au cœur de leurs préoccupations, de tous nos chefs d'entreprise qui nous écoutent. Alors, vous avez un projet de développement, vous avez besoin de faire une croissance externe, forcément cela appelle un financement. Aujourd'hui, naturellement, on se tourne vers un partenaire bancaire, que ce soit au travers d'un prêt classique, du crédit bail pour de l'immobilier notamment, ou du factoring pour financer ce poste client. Malgré tout, il existe des alternatives. Ces opérations de capital représentent environ 20% aujourd'hui, alors que chez nos voisins américains, elles représentent déjà 80% du financement levé par les sociétés. Donc, une fois qu'on a compris qu'il y a ces financements alternatifs qui existent, sur quoi faut-il être attentif dans ces négociations ? Alors, dans ces négociations, il faut être attentif sur plusieurs points. D'abord, la valorisation de notre entreprise, c'est-à-dire combien elle vaut, combien un investisseur va être prêt à mettre pour partager mon développement et surtout combien de pourcentage de capital il va vouloir obtenir. C'est le premier point. Ensuite, il y a tout le jargon juridique qui va entourer la réalisation de cette opération. Que ce soit dans un premier temps sur les titres à créer, des actions par exemple, des bons de souscription ou des obligations, il faut recourir à un spécialiste pour bien comprendre ces opérations-là. Ensuite, on va avoir tous les actes connexes, que ce soit le pacte d'actionnaire, les obligations en fait que l'on va avoir envers notre investisseur. C'est un peu comme le contrat de mariage. C'est le contrat qui nous unit effectivement avec notre investisseur. Et également les garanties qui vont nous demander, que ce soit une garantie de passif ou d'une garantie d'actif, c'est-à-dire que je réalise bien le chiffre d'affaires que j'ai promis de réaliser. Alors, comment vous voyez les choses évoluer en termes de financement pour nos PME dans ces 10 prochaines années ? Alors pour nos PME françaises ou européennes, elles vont suivre, on va bien voir que la part de l'opération en capital va se renforcer dans leurs problématiques et dans leur stratégie. Ce mode, en fait, cette évolution va être renforcée par notamment des dispositifs nationaux, institutionnels, que ce soit par la création de la Banque publique d'investissement qui s'est vue de doter de fonds très importants, mais également au travers des incitations fiscales, de défiscalisation, donc notamment par la loi TEPA. Et effectivement, il y en a. Un grand merci à vous, Pierrick Belin, je le rappelle, expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez Axiom Associés, également membre, on le rappelle, du groupement Différence. À très bientôt, j'en suis sûr, sur l'antenne. Merci. Merci. L'entretien de bilan est un moment clé pour votre entreprise. Avec notre cabinet, c'est un rendez-vous personnalisé et centré sur vos préoccupations en 3 étapes. Nous vous interrogeons sur vos attentes. Nous vous présentons votre bilan de façon imagée et pédagogique, puis nous assurons un suivi de tous vos besoins. Cette méthode efficace a été imaginée et développée par les membres de la communauté des experts en gestion. La relation client est notre priorité. Interrogez-nous sur cet accompagnement.
Widoubi 3 minutes. Un expert, Un conseil. sur Widoubi. Place à l'expertise une fois de plus sur WeDoBiz. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Alain Fontaine. Bonjour. Bonjour. Alain Fontaine, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez BDL, également membre du groupe Différence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question des tableaux de bord de gestion et vous poser finalement cette question. Y a-t-il un pilote dans votre entreprise? De quoi parle-t-on? On parle du copilote. Le copilote, c'est le tableau de bord. En fait, le tableau de bord doit pouvoir être sorti tous les mois et très rapidement, en moins de 5 minutes, afin de pouvoir savoir exactement où vous en êtes ou approximativement où vous en êtes. Ça sert à rien d'aller à l'euro ni aux milliers d'euros. Ce qu'on veut et ce qu'on recherche, c'est une tendance pour vous aider à copiloter l'entreprise le plus facilement possible. Vous parlez de la piloter facilement, donc on parle de simplicité. Concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans? Pour moi, un tableau de bord ne doit pas avoir plus de 4 chiffres à remplir tous les mois. C'est-à-dire que les chiffres principaux, les chiffres qui varient tous les mois, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires, c'est éventuellement si vous en avez des salariés, c'est éventuellement des intérimaires ou de la sous-traitance. On doit s'arrêter, pour les principales entreprises, on doit s'arrêter à ces 4 chiffres-là, c'est tout. Donc combien ça me coûte, où j'en suis dans ma gestion d'entreprise. Par contre, on n'est pas tous des informaticiens, on est entrepreneurs dans des domaines très différents. Comment s'organise, comment on le crée ce tableau de bord? Tout simplement sur une feuille Excel où on reprend le chiffre d'affaires, la marge, on reprend la marge de l'année dernière où on l'a fait varier un peu selon son sentiment. On reprend les charges fixes, les autres charges externes et puis les impôts et taxes. Et après, on remet comme chiffre uniquement les salaires avec le coefficient de charge patronale afin d'avoir un résultat d'exploitation après prise en compte des amortissements, afin d'avoir un résultat d'exploitation qui donne la tendance de mon entreprise et du résultat de mon entreprise. Alors, j'ai compris finalement ce qu'on met dedans. J'ai compris comment on le crée. Comment je sais si je suis bien, si je suis pas bien, si finalement je vole à la bonne altitude? Tout simplement, on vient de recevoir notre bilan de l'année dernière. Donc, il suffit de reprendre notre bilan de l'année dernière et de refaire mon tableau de bord sur les 12 derniers mois de l'exercice précédent. Comme ça, si j'ai des fortes variations saisonnières dans mon chiffre d'affaires, par exemple un magasin de jouets, je ne vais pas m'affoler si mon résultat n'est pas bon en début d'année, puisque je sais que je fais le maximum de marge sur les derniers mois de l'année, tout simplement. Il faut comparer N et N-1 toujours. Eh bien, pour comparer votre chronique avec votre prochaine chronique, je donne rendez-vous prochainement aux auditeurs sur l'antenne de WeDoBiz. Un grand merci à vous, Alain Fontaine, je le rappelle, expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez BDL, également membre du groupement Différence. À très bientôt. Merci. Vous êtes prestataire de services, artisan, commerçant, et vos clients vous règlent en espèces, chèques, carte bleue, tickets restaurant. Chaque jour, vous éditez un ticket Z, un récapitulatif de vos opérations de caisse ou des reçus de règlement. Notre cabinet vous propose Caisse, un module du portail Mon Expert en Gestion pour répondre aux obligations légales de tenue d'un livre de caisse, suivre les chiffres clés de votre activité, sécuriser votre cadrage de caisse et tracer vos dépenses et dépôts bancaires. Chaque jour, vous fiabilisez et optimisez votre tenue de caisse. Le module caisse dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires au suivi de vos opérations. Calendrier mensuel des jours d'ouverture. Saisie des ventes par nature et mode de règlement. Saisie des dépenses et dépôts bancaires. Suivi du crédit client. Solde de caisse et visualisation des écarts. Tableau de bord de l'activité. Transfert des données comptables. Le module caisse est un outil puissant, mais bien plus encore. Voici des arguments supplémentaires pour vous séduire et vous donner envie de l'utiliser. L'ergonomie de ce module caisse s'adapte à tous les supports de travail. Sur votre lieu d'activité, vous saisissez en toute sécurité les opérations de la journée. Si vous n'êtes pas présent, votre ou vos responsables de magasin se chargeront de la saisie et vous consulterez ces informations et votre suivi d'activité depuis votre smartphone. En qualité d'expert comptable, nous pouvons récupérer vos opérations, facilitant ainsi nos échanges. C'est un mode 100% collaboratif. Le module caisse bénéficie de tous les avantages du cloud. Disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Accessibilité depuis n'importe quel support connecté à Internet. Tranquillité, pas d'installation, pas de mise à jour. Sécurité, fini les sauvegardes. Le module caisse s'occupe de tout. Vos données restent en France. Nous suivons les recommandations préconisées par notre ordre professionnel des experts comptables. En conclusion, le module caisse est un outil puissant pour répondre aux obligations légales de tenue et suivi de vos opérations de caisse. Notre cabinet peut vous accompagner dans sa mise en place et vous propose un service hotline accessible par téléphone. Pour disposer immédiatement de ce nouveau service, nous vous invitons à contacter notre cabinet. We-Do-Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We-Do-Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We-Do-Biz où j'ai le plaisir d'échanger avec Franck Duhamel. Bonjour. Bonjour Thomas. Franck Duhamel, vous êtes expert comptable, dirigeant du groupe CAPEC Expertise Comptable et membre du groupement Différence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet, celui de la gestion fiscale de son immobilier d'exploitation. Donc un sujet large et complexe. Qu'avez-vous à nous dire en 3 minutes, à moi et évidemment nos auditeurs? Alors, en 3 minutes, Thomas, l'immobilier d'exploitation pour le dirigeant, c'est une bonne part de sa valeur patrimoniale à terme, c'est un complément de revenu pour sa retraite, c'est du cash possiblement en fin d'activité si c'est de l'immeuble, mais c'est également une charge fiscale importante dans les schémas classiques que nous rencontrons sur la plupart des dossiers. Vous évoquez un schéma classique, c'est quoi le schéma classique d'investissement aujourd'hui? Le schéma classique d'investissement du chef d'entreprise TPE, PME, c'est une détention en direct de son immobilier d'exploitation ou via une société civile immobilière, fiscaliser un impôt sur le revenu avec un emprunt, les taux d'intérêt sont bas, un emprunt quasiment à 100%, qui fait que fiscalement, à l'impôt sur le revenu, il n'y aura pas, durant le remboursement de l'emprunt, un revenu économique, il passe à travers le remboursement de l'emprunt. En revanche, une fiscalité lourde associée à la mécanique de l'impôt sur le revenu. Alors, si on ne veut pas l'impôt sur le revenu, on peut être tenté d'aller à l'impôt société, mais ce qu'on aura gagné lors du remboursement de l'emprunt, pendant la phase d'investissement, on va le perdre le jour de la cession avec une fiscalité radicalement différente et plus lourde. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre dans la cession de l'immeuble? Oui, complètement. Nos simulations en général le démontrent. Donc on a des techniques maintenant qui existent, notamment le démembrement de propriétés de parts de SCI. C'est compliqué à mettre en place tout ça? Très complexe, Thomas. Alors, moi, je ne conseille pas pour mes clients sur un bien en dessous de 300 000 euros, c'est d'aller plutôt sur d'autres éléments techniques qui existent dans notre boîte à outils. C'est la location aménagée, c'est le bail à construction, c'est l'option à l'impôt société, le dirigeant qui veut conserver son bien et le louer à terme. L'impôt société peut représenter une bonne solution extrêmement simple à mettre en place. D'accord, voilà. Eh bien, merci pour tous ces précieux conseils. J'imagine bien que pour en savoir plus, mieux vaut se renseigner auprès d'experts. On a bien compris que les schémas ne sont pas toujours les mêmes, comme d'ailleurs dans beaucoup de situations. Donc un grand merci à vous, Franck Duhamel, je le rappelle, expert comptable, dirigeant du groupe CAPEC Expertise Comptable et membre du groupement Différence. On aura le plaisir, j'en suis sûr, de vous retrouver prochainement à l'antenne. Merci Thomas. Je m'appelle Pierrick Belin, j'ai 37 ans, je suis expert comptable et j'accompagne des clients au quotidien sur l'ensemble du sud de la France. Leur quotidien, ça veut dire partager leurs problématiques, la stratégie, la communication, mais également regarder leur zone de rentabilité et la faisabilité de leurs projets. Ce que j'attends des projets étudiants, c'est d'avoir des projets avec des beaux objectifs, clairs, définis et ambitieux. J'attends de voir bien sûr la stratégie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini les objectifs, savoir comment ils vont s'y prendre pour les mener à terme, et après leur politique de communication. Et enfin, dans un dernier temps, je vais quand même regarder la cohérence du budget avec ces objectifs et cette stratégie. Ce que j'attends de la présentation des étudiants, c'est retrouver justement ce côté étudiant, cette fougue de la jeunesse, cette passion. Alors surtout, il ne faut pas me parler que de chiffres, mais bien d'un point de vue global. We-Do-Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We-Do-Biz.
3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz où j'ai le plaisir d'échanger avec Jean-Marie Lataste. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Lataste, vous êtes dirigeant de la société Sodarex, expert comptable également à Bordeaux et ça tombe bien, vous êtes spécialisé dans les questions du vin et c'est justement tout l'objet de notre chronique sur les groupements fonciers viticoles. Il semblerait qu'investir dans les vignes n'est pas vain. On veut tout savoir, de quoi s'agit-il ? Voilà, je crois que ce sujet est remis d'actualité par la loi pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui est en discussion actuellement devant le Parlement, puisque l'offre publique, c'est-à-dire la possibilité de recourir plus massivement à des investisseurs particuliers que vous êtes, vous, chefs d'entreprise, vous qui nous écoutez ce matin, eh bien, de pouvoir recourir à vos capitaux en profitant de l'effet grand cru, c'est-à-dire comment investir et protéger mon argent sur des sommes relativement modestes et pour avoir le plaisir de recevoir des bouteilles de Grand Cru, que ce soit en Bordeaux, en Bourgogne ou en Champagne. Vous voyez que des noms qui nous font rêver. Effectivement. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Alors comment ça fonctionne ? Généralement, les investisseurs dans les groupements où j'interviens en ma qualité d'expert comptable, ils ne cherchent pas à exploiter parce que c'est pas leur métier et généralement, ils veulent également avoir, je dirais, leur investissement protégé, c'est-à-dire que donc il nous appartient de définir des modalités d'exploitation qui ménagent l'investisseur et surtout qui lui permettent d'avoir une certaine liberté au bout d'un terme précis défini et qui permet, si nécessité, au groupement de réaliser l'investissement globalement. Et ce concept marche bien depuis plusieurs années. Quand on parle d'investissement comme ça, on imagine des avantages fiscaux. Quels sont-ils ? Alors, les avantages fiscaux, ils sont importants en matière de droits de donation et de succession en matière d'ISF, puisque les parts de groupement dans lesquels vous investirez, eh bien, sont assujettis donc uniquement sur 25% de leur valeur, dans la limite d'un plafond légèrement supérieur à 100 000 euros. Donc, un intérêt fiscal, mais avant l'intérêt fiscal, il y a l'intérêt patrimonial, car les grands crus sont très réputés dans le monde et ont une valeur marchande qui augmente régulièrement, ce qui fait que généralement les investisseurs sont assez satisfaits parce que la valeur des parts monte régulièrement. Voilà. Je ne peux pas vous quitter lorsqu'on parle d'investir dans le vin sans vous interroger sur la question des liquidités. Alors la question de la liquidité, c'est effectivement une question importante, c'est-à-dire que généralement, dans les groupements où j'interviens, les investisseurs ne souhaitent pas revendre parce que ce sont souvent des passionnés. D'ailleurs, on a souvent des investisseurs qui investissent dans des groupements champenois, bourguignons et parfois bordelais. Et même, j'espère, bordelais, parce que c'est quand même une grande région et ma région. Et ils aiment avoir ces bouteilles et en faire profiter leurs amis. Mais il peut arriver que la vie fasse qu'ils aient besoin d'en revendre. C'est pour ça que les gestionnaires qui montent ce type d'investissement permettent aux investisseurs, limitent le montant des investissements généralement à moins de 100 000 euros, ce qui fait que retrouver un investisseur à moins de 100 000 euros, ça ne pose pas de difficulté. Il en serait tout à fait différemment si l'investissement était plus important. Donc, nécessité d'avoir pas mal d'investisseurs dans le groupement pour assurer sa pérennité et de limiter l'investissement pour également permettre à l'investisseur de récupérer son avoir relativement facilement. Vous parlez de limiter les investissements, finalement, tout comme le temps qui nous est imparti. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Jean-Marie Lataste. Je le rappelle, dirigeant de Sodarex et expert comptable, également membre du groupement Différence. À très bientôt sur l'antenne de We Do Biz. Merci à vous et à très bientôt. Combien vaut votre entreprise ? Notre cabinet est le mieux placé pour vous répondre et vous aider dans cette réflexion, même si vous n'êtes pas vendeur dans l'immédiat. Grâce à une méthode éprouvée, nous vous aidons à connaître la valeur de votre patrimoine professionnel pour mieux l'optimiser. Interrogez-nous sur cette mission de valorisation de votre entreprise. We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz.
3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz et j'ai le grand plaisir d'échanger avec Charles-René Tandé. Bonjour. Bonjour. Charles-René Tandé, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et président de Cogest, également membre du groupement Différence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces entrepreneurs, mais qui sont également parents et qui, au moment de la transmission de leur entreprise, se demandent combien vont payer leurs enfants. Qu'en est-il ? C'est une vraie question, en effet, puisque on a le souci quand même que les enfants qui n'ont pas beaucoup de moyens ne payent pas, ne rachètent pas l'entreprise aux parents, et il s'agit à ce moment-là de faire plutôt une donation. Mais qui dit donation dit quand même aussi souvent droit de transmission. Que dit la législation en la matière ? Alors, on a la possibilité, et c'est ça quand même le grand avantage aujourd'hui, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le pacte Dutreil. Alors, le pacte Dutreil, eh bien, c'est un engagement évidemment de conservation à ce moment-là de l'entreprise, des titres, pendant un certain temps, mais qui offre une réduction d'impôts importante, puisqu'on réduit la base pour le calcul des droits d'enregistrement de 75%. Ce qui fait que la note fiscale à l'arrivée est quand même beaucoup plus faible. Effectivement, alors si je transmets cette entreprise à mes enfants avant mon décès, pour le coup, je n'ai plus rien ? Oui. Alors, si on veut avoir des revenus, parce que finalement, si on n'a pas vendu son entreprise et qu'on n'en a pas retiré son capital pour la retraite, on a peut-être besoin de revenus complémentaires. Il y a une autre formule qui est une donation avec un démembrement de propriété. Donc, on donne la nue propriété aux enfants, on en garde l'usufruit ou un mix, une partie en totalité, une partie en démembrée, ce qui fait que si l'entreprise, bien évidemment, gagne de l'argent et qu'il y a des distributions de dividendes, eh bien, moi, par an, je récupère encore des dividendes. Ça me fait un petit complément de retraite. Alors, pour ceux qui ont plusieurs enfants, c'est pas toujours facile quand on parle de succession, de donation. Comment rester équitable ? Le principe d'une donation partage est évidemment que chaque enfant ait la même valeur en biens. Ce qui est pratique, c'est quand on a d'autres biens à côté de l'entreprise, et à ce moment-là, on peut donner un bien immobilier, mais peut-être d'ailleurs l'immobilier de l'entreprise. Tout dépend évidemment comment on a été organisé. Mais c'est une solution. Et puis, s'il n'y a pas de cette possibilité de bien à côté, on arrive à ce qu'on appelle la soulte. À ce moment-là, bien, les enfants quand même, qui reprennent l'entreprise vont verser une quote-part au frère ou à la sœur qui n'est pas dans l'entreprise. Et à ce moment-là, on fait un emprunt et puis ça coûte quand même moins cher que de racheter complètement l'entreprise. On a eu une partie en donation et puis on achète l'autre partie, la part. Finalement, on verse la part à son frère ou sa sœur. Il y a toujours des solutions pour les donations et on arrive quand même à des notes fiscales très faibles. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts faits ces dernières années pour faciliter les transmissions d'entreprises. Eh bien, j'imagine que nos auditeurs, à la fois les entrepreneurs, mais aussi les parents, sont désormais rassurés grâce à vos précieux conseils. Charles-René Tandé, je le rappelle, expert comptable, commissaire aux comptes et président de Cogest, également membre du groupement Différence. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne. J'espère à très bientôt sur We Do Biz. Au revoir. Vous êtes chef d'entreprise, commerçant, artisan, et vous ne voulez plus attendre votre bilan de fin d'année pour prendre des décisions, embaucher ou investir. À tout moment, vous souhaitez disposer d'une information utile pour prévenir les risques, parce que de façon générale, votre objectif est d'améliorer la performance de votre entreprise. Dès lors, votre cabinet d'expertise comptable vous propose une nouvelle manière de collaborer. Une assistance en temps réel à l'aide d'un outil de pilotage pour faciliter vos prises de décision. Indicateur flash. Nous paramétrons les indicateurs de votre activité et fixons ensemble vos objectifs. Ensuite, tous les mois, vous recevez votre flash de gestion. Nous le personnalisons, le commentons et vous conseillons si nécessaire sur d'éventuelles mesures à prendre. C'est une connexion permanente avec votre expert comptable qui vous offre la liberté d'anticiper. Votre flash mensuel, c'est comme le tableau de bord de votre voiture. Difficile désormais de piloter sans.
Grâce à Indicateur Flash, votre expert comptable devient un coach en gestion, accessible 24 heures sur 24 depuis Internet. On évite les effets de surprise, vous vous concentrez sur l'avenir. Notre cabinet fait partie de la communauté des experts en gestion. Nous sommes équipés d'Indicateurs Flash. Interrogez-nous sur cette nouvelle mission. We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz avec Isabelle Garoustet. Bonjour. Bonjour. Isabelle Garoustet, vous êtes responsable des ressources humaines, également associée chez Creatis, membre également du groupement Différence. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une question essentielle pour nombre d'entreprises, celle de l'embauche, celle des premiers recrutements et des vraies questions à se poser en la matière, notamment en termes de timing. À quel moment faut-il recruter? Isabelle Garoustet, on vous écoute. Alors, le déclenchement d'une embauche se fait essentiellement sur 2 critères. Votre activité et votre chiffre d'affaires. Donc, si vous montez un restaurant, par exemple, vous n'avez pas le choix, il vous faut un salarié dès l'ouverture. Pour d'autres activités, c'est le chiffre d'affaires qui sera le critère déterminant. Vous avez de plus en plus de tâches à accomplir, il vous faut recruter quelqu'un. Dans tous les cas, il vous faudra évaluer l'augmentation de marge que ce coût de recrutement, charge comprise, génère. Votre expert comptable peut bien entendu vous aider à faire ce prévisionnel. Alors une fois qu'on a compris le timing en fonction évidemment de son activité et de la croissance qu'on espère générer avec ce salarié, on pense bien évidemment à la question du contrat. Oui, alors dans notre législation sociale, 2 grands types de contrats, le CDI et le CDD. Donc le CDI, c'est un engagement dans la durée que l'entreprise doit pouvoir supporter financièrement. Dans un CDD, le coût financier est plus limité dans le temps, donc ça paraît peut-être plus adapté à une jeune entreprise. Mais il faut savoir qu'un salarié embauché en CDD peut rompre son contrat dès lors qu'une entreprise lui propose une offre équivalente en CDI. Donc éventuellement, là on a également un risque pour l'entrepreneur, surtout quand son salarié était magnifique. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points essentiels à verrouiller une fois qu'on a compris quand l'embaucher, une fois qu'on a compris sous quel contrat l'embaucher? Voilà, quels sont les points essentiels? Alors il y a effectivement quelques points importants à verrouiller. Le premier, vérifier que l'entreprise, vos locaux répondent bien aux règles d'hygiène et de sécurité définies par le Code du travail et votre activité. Si vous montez un restaurant, ces règles d'hygiène ne seront pas les mêmes que si vous montez une agence de com. Deuxième point important, prendre connaissance de la convention collective. Elle peut faire mention d'éléments importants tels qu'une prime de vacances ou un 13e mois qu'il vous faut connaître. Autre point important, donc, faire en une seule fois grâce au dispositif TESE, titre emploi, service, entreprise, toutes les formalités obligatoires relatives aux déclarations sociales salariées. Et enfin, donc, il ne faut surtout pas oublier que votre salarié ainsi que les charges sur salaire doivent être payées en temps et en heure. Donc, il vous faut être très vigilant sur la trésorerie. Et il me fallait également être vigilant sur cette chronique qui devait se terminer en temps et en heure. 3 minutes de précieux conseils, c'était avec vous. Merci Isabelle Garoustet. Merci. Je le rappelle, responsable des ressources humaines et associée chez Creatis, également membre du groupement Différence. À très bientôt sur We Do Biz. À bientôt, merci. Pierre et Jean sont chefs d'entreprise et souhaitent changer de voiture. Ils disposent du même budget et sont intéressés par le même modèle. A priori, rien ne distingue Pierre de Jean. Alors comment expliquer que la voiture de Jean coûtera 2 fois plus cher que celle de Pierre? Avant de s'engager, Pierre a suivi les conseils de son expert comptable. Voici son analyse. Le prix d'achat de leur voiture est identique. Ils réalisent le même nombre de kilomètres professionnels. Pierre a opté pour une location avec option d'achat à titre personnel, alors que Jean a retenu l'acquisition par son entreprise. Contrairement à Jean, Pierre se fait rembourser des indemnités kilométriques. Au final, Pierre aura économisé près de 20 000 € sur 3 ans parce qu'il a suivi l'étude personnalisée de son expert comptable. Bien acheter sa voiture ne s'improvise pas.
Nous connaissons parfaitement votre situation juridique et fiscale. Avant de vous engager, faites comme Pierre. Interrogez-nous. Avec Simulauto, ma voiture me coûte moins cher. Comment c'est possible? Notre mission se déroule en 3 étapes et en 48 heures chrono. À l'aide d'un questionnaire en ligne, vous saisissez en quelques clics les caractéristiques de votre véhicule ainsi que les modalités de financement envisagées avec le vendeur. À réception des éléments, nous étudions votre demande. Nous simulons les différents modes d'acquisition et recherchons la meilleure solution en tenant compte de votre situation juridique et fiscale. Puis nous vous présentons par téléphone ou par visioconférence la solution optimum et les gains réalisés. Nous vous transmettons notre rapport par email ou par courrier. De votre côté, vous n'avez plus qu'à acheter votre voiture et à prendre la route avec de substantielles économies à venir. Ne renoncez pas à vous faire plaisir. Notre cabinet fait partie de la communauté des experts en gestion. Interrogez-nous sur cette nouvelle mission Simulauto pour mieux acheter votre voiture. We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Bonin. Bonjour. Bonjour. Philippe Bonin, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, directeur général de GVA, également membre du groupement Différence. Aujourd'hui, on va s'intéresser au holding, un statut avec des enjeux et des conséquences pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Que faut-il savoir ? Alors, de manière très simple, la société holding est une société dont l'objet est de détenir d'autres entreprises ou des titres sociaux. Non, rien de plus simple. Créer une société holding, c'est créer un intermédiaire entre la société opérationnelle et le patrimoine du dirigeant. Souvent, donc elles sont faites sous différentes formes, SA, SARL, etc., liées aux obligations d'optimisation, etc. Mais très très souvent, on est là sur un support d'optimisation fiscale. Alors, on parle d'holding animatrice, active, passive. Quelle différence ou même quelles conséquences ? Alors, la question est d'importance parce que c'est la clé de voûte d'un certain nombre de dispositifs fiscaux ou d'avantages fiscaux particuliers qu'on peut bénéficier grâce à la société holding animatrice. Donc à ce titre, une société holding animatrice est une structure qui permet à la fois de détenir des titres, mais sur lequel on exerce un contrôle et on exerce éventuellement des prestations de services auprès des sociétés filiales pour justifier ce côté animateur. Alors, donc spécifiquement sur, pardonnez-moi, sur les avantages fiscaux. Alors justement, les avantages fiscaux sont quand même relativement nombreux. D'abord en matière d'ISF, puisque on peut bénéficier de l'abattement si on est qualifié de bien professionnel. Donc l'abattement qui est lié aux structures opérationnelles, donc se reporte sur les sociétés holding. D'un certain nombre d'abattements également ou d'exonérations liées au pacte Dutreil en matière de donation, de succession, mais également de réduction d'impôts, un impôt sur le revenu, mais également à l'ISF lorsqu'on souscrit au capital de ces sociétés. Alors, on a parlé d'enjeux pour les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers pour l'entrepreneur qui nous écoute ? Alors, j'en verrai 5. Justement, le premier qui est lié à ce statut d'holding animatrice, c'est le contrat de prestation de service sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Il doit être lié en fait à une véritable activité économique. Donc, il doit y avoir les moyens pour pouvoir prester ce service. Il doit y avoir de la marge qui doit être constituée. Il doit y avoir une convention. Bref, il doit exister un certain nombre de sujets. S'assurer que le dirigeant, c'est bien la société holding et pas les personnes physiques, etc. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne autour de l'intégration fiscale. Il y a des options qui existent pour pouvoir compenser les bénéfices et les pertes des différentes sociétés du groupe, sur lequel effectivement on pourra payer de l'impôt sur la base nette entre ses pertes et ses profits, ce qui est quand même relativement intéressant. Le troisième, c'est lié à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires, effectivement, lorsqu'il y a des dirigeants qui sont salariés dans la holding, souvent dans ce contexte-là, ils sont soumis, leur base est soumise à la taxe sur les salaires, qui correspond à un coût complémentaire à l'entreprise. Là, il convient de s'assurer si on ne peut pas mettre en place des secteurs distincts d'activité. Le quatrième, c'est lié à tous les seuils liés à l'unité économique et sociale. Les effectifs salariés de la holding peuvent se cumuler avec les effectifs salariés de l'entreprise, ce qui peut faire passer un certain nombre de seuils en matière de droit du travail. Et enfin, le cinquième, c'est l'obligation d'établir des comptes consolidés où, dans une société holding avec ses filiales, lorsqu'elles dépassent un certain nombre de seuils, elles doivent, de par la loi, établir des comptes consolidés. Alors, pour conclure, s'il y avait 3 points à retenir pour l'entrepreneur qui nous écoute, qu'est-ce que ce serait ? Alors, d'abord, il faut savoir que la holding constitue un outil d'optimisation et de gestion qu'il convient de faire vivre tout au long de la durée de vie.
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, ça tournera autour de l'holding animatrice. L'holding animatrice permet de bénéficier d'un certain nombre de régimes de faveur. Il ne faut pas les galvauder et ça nécessite d'être tout à fait pertinent par rapport à l'objet économique de cette holding animatrice. Et enfin, le troisième, c'est vraiment s'assurer, compte tenu de la jurisprudence qui évolue en permanence sur le sujet, de s'assurer avec les conseils habituels du chef d'entreprise que les outils qui permettent l'ensemble de cette optimisation soient encore tout à fait adaptés et de les faire évoluer en conséquence. Eh bien, un grand merci à vous, Philippe Bonin, pour ces précieux conseils. Je le rappelle, directeur général de GVA et membre du groupement Différence. À très bientôt sur notre antenne. Avec grand plaisir. Au revoir. Vous êtes artisan, association, profession libérale, société de services. Vous recherchez une solution simple d'utilisation pour réaliser tous vos devis et factures? Notre cabinet vous propose Facturation, un module du portail Mon Expert en Gestion pour éditer facilement vos devis et vos factures, gérer votre fichier client, améliorer votre suivi des règlements et analyser vos résultats. À tout moment et quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez accès à la gestion de votre entreprise. Le module facturation dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires au suivi de votre activité. Articles illimités, articles composés, devis et factures illimitées, calcul des coûts de revient, modèle à personnaliser, suivi des encaissements, relance des impayés, tableau de bord de l'activité. Le module facturation est un outil puissant, mais bien plus encore. Voici des arguments supplémentaires pour vous séduire et vous donner envie de l'utiliser. L'ergonomie de ce module de facturation s'adapte à tous les supports de travail. Vous accédez à votre fichier. Vous pouvez appeler d'un simple clic vos prospects et les géolocaliser. Vous pouvez modifier en ligne vos devis puis les envoyer par email. De son côté, votre secrétaire peut finaliser la facture dès qu'elle reçoit votre feu vert. En qualité d'expert comptable, nous pouvons récupérer votre suivi d'activité pour mieux vous conseiller. C'est un mode 100% collaboratif. Le module facturation bénéficie de tous les avantages du cloud, disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Accessibilité depuis n'importe quel support connecté à Internet. Tranquillité, pas d'installation, pas de mise à jour. Sécurité, fini les sauvegardes. Le module facturation s'occupe de tout. Vos données restent en France. Nous suivons les recommandations préconisées par notre ordre professionnel des experts comptables. En conclusion, le module facturation est un outil puissant pour gérer vos devis, vos factures et le suivi de vos règlements. Notre cabinet peut vous accompagner dans sa mise en place et vous propose un service hotline accessible par téléphone. Pour disposer immédiatement de ce nouveau service, nous vous invitons à contacter notre cabinet. Avec 80 milliards de chiffre d'affaires annuel en France, le marché du conseil est pourtant 4 fois moins important qu'en Allemagne. Êtes-vous à ce point plus brillant, plus intelligent et plus fort que nos voisins outre-Rhin? C'est en partie la question que nous allons poser à notre expert. Charles-René Tandé, bonjour. Bonjour. Charles-René Tandé, vous êtes expert comptable et également associé au sein du cabinet Cogest. Alors finalement, ce différentiel France-Allemagne, quand on parle de chiffre d'affaires pour le conseil, est-ce que c'est juste un problème culturel? C'est un problème culturel. Les Français n'aiment pas dépenser de l'argent pour des honoraires, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, alors que je crois que nos voisins outre-Rhin sont plus dans cette logique d'investissement, en se disant si je dépense un peu, je vais plus gagner derrière,
Donc évidemment, il faut le faire à bon escient, mais il y a ce problème culturel de dire non, tout de suite on regarde le court terme, ça me coûte, alors qu'on ne regarde pas le long terme, ce que ça peut rapporter. Et à un moment, on fera mieux avec du conseil du coup. Eh oui, j'en suis convaincu, c'est-à-dire que, et heureusement d'ailleurs, c'est pas pour rien si d'ailleurs nos amis allemands se font accompagner, les entreprises allemandes sont très performantes, on le sait bien, et je ne pense pas que ce soit un hasard. Donc il n'y a pas cette idée qu'on sait mieux que les autres? Non, c'est pas qu'on sait mieux que les autres, c'est que on regarde juste, on est dans une culture aujourd'hui de la non-dépense. Et on ne raisonne pas véritablement sur la notion de développement de chiffre d'affaires, de conquête. Donc c'est pas juste de connaissance. Que l'entreprise est rentable, que ça passe. Voilà. Et or, on devrait être plus performant, et surtout au moment où éventuellement il y a une crise. Parce qu'on peut ne pas voir arriver des évolutions technologiques, mais aussi réglementaires. Et le jour où il y a une crise, eh bien, l'entreprise qui avait plus de réserves, qui avait été plus performante, qui avait été mieux gérée, eh bien, va surmonter la crise. Alors que nos entreprises françaises, on le sait bien, sont un peu sous-capitalisées, sont plus fragiles. Et c'est parce qu'on n'a pas recherché à chaque fois la meilleure performance. Est-ce que malgré tout, on ne peut pas réussir sans se faire conseiller? Peut-être qu'on peut, je ne vais pas être excessif ou extrémiste, mais il faut quand même reconnaître que je doute que le dirigeant soit un spécialiste de tout, au courant de tout. Et lorsqu'on a des décisions sur le long terme à prendre, comme un changement de système d'information, comme une organisation à mettre en place, ou des contrats, des conditions générales de vente, des décisions qui engagent, eh bien, je pense que ne pas se faire conseiller est quand même préjudiciable pour l'entreprise, sans remettre en cause la compétence du dirigeant. Charles-René Tandet, si vous aviez un tout dernier conseil pour les dirigeants qui nous suivent? Mon conseil, faites-vous conseiller. D'accord, ben voilà, très bien. Un grand merci à vous, je le rappelle, expert comptable et associé au sein du cabinet Coges. Quant à vous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert du conseil, donc vous l'aurez compris, c'est essentiel. Vous êtes chef d'entreprise et vous souhaitez un tableau de bord pour prendre les bonnes décisions, embaucher ou investir? Notre cabinet vous propose un outil de pilotage pour faciliter la gestion quotidienne de votre entreprise. Grâce à Indicateur Flash, votre expert comptable devient un coach en gestion accessible 24 heures sur 24. Interrogez-nous vite sur cette nouvelle mission. Dirigeants assimilés salariés ou TNS, si vous posez la question du bon statut social pour vos dirigeants, cette chronique est faite pour vous. J'ai donc le plaisir de recevoir une experte en la matière. Juliette Martin, bonjour. Bonjour. Juliette Martin, vous êtes expert comptable associé chez Creatis. On l'a dit, deux statuts et du coup des implications assez différentes pour le dirigeant d'entreprise. Peut-être d'abord un rappel de ces deux statuts. Donc on a effectivement deux statuts, le statut d'assimilé salarié et le statut de travailleur non salarié ou TNS. Donc on est assimilé salarié lorsqu'on est dirigeant de SAS et lorsque l'on est gérant minoritaire de SARL. Dans ce cas, on est considéré comme salarié. Le code du travail ne s'applique pas, il n'y a donc pas de notion de salaire minimum, de congés payés, etc. On a un deuxième statut, effectivement, de travailleur non salarié. C'est le cas des gérants majoritaires de SARL, donc qui détiennent au moins 51% des parts de l'entreprise. On a dans un cas comme dans l'autre de nombreuses caisses auxquelles cotiser. Certaines sont obligatoires, d'autres facultatives. Comment on s'y retrouve? Pour faire simple, il y a toujours la protection de base qui est avec la Caisse régionale d'assurance maladie pour l'assimilé salarié et avec le RSI pour les indépendants. On a la deuxième caisse qui est la caisse de retraite, qui est gérée par le RSI pour les TNS. Et à chaque fois, on a des possibilités de retraite et de prévoyance de santé complémentaires.
Et qui sont donc facultatives. Je suis dirigeant d'entreprise. Je peux vous demander quel statut est le meilleur pour moi? J'imagine que la réponse n'est pas si simple, qu'il y a plein de critères. Alors effectivement, c'est du cas par cas, avec en plus des perspectives avec le nouveau gouvernement de changements importants. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la protection de base, aujourd'hui, elle est quasiment la même que qu'on soit assimilé salarié ou travailleur non salarié. Par contre, là, ce qui est important, c'est que pour un TNS, il y a des variations, notamment s'il y a une variation du revenu, on va avoir une variation qui ne va pas forcément être cohérente au niveau des appels de cotisation et au niveau de la protection. Dans tous les cas, il n'y a pas de cotisation au chômage, ça c'est assez important. Ensuite, on a des notions, par exemple, du fait que la pénibilité n'est pas reconnue pour le travailleur non salarié qui est proche de la retraite. Donc là, ça peut être intéressant de passer salarié au moment même proche de la retraite pour justement bénéficier voilà, complètement. De cette option. Donc pas simple, c'est j'imagine aussi pour ça que des cabinets comme vous existent. Vous l'avez dit, il y aura des nouveautés notamment avec le nouveau gouvernement qui je crois va revoir la question du RSI. Ce sera l'occasion de recevoir notre experte à nouveau. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert. Merci à tous. Comment accélérer la production de vos états financiers en normes comptables internationales tout en maintenant un haut niveau de qualité de production de l'information? Dans le cas présent, la problématique était d'accompagner le développement d'un client détenant de nombreuses filiales à l'international dans la publication rapide des informations financières et la transition vers les normes comptables internationales. Notre connaissance approfondie des domaines d'activité de nos clients nous permet de mettre en place une planification optimisée dans la collecte des données de l'ensemble de leurs filiales. Grâce à notre expertise, nous avons ainsi pu identifier les éléments sensibles pouvant impacter le processus de transition en normes comptables internationales et établir un diagnostic préalable. Nous mettons à la disposition de nos clients un cloud permettant un échange ultra sécurisé des données où que vous soyez dans le monde. Notre client a pu obtenir ces états incluant toutes ses filiales étrangères en moins de 2 mois et a pu mettre en avant la maîtrise de son business et l'efficacité de son processus de production de l'information comptable et financière. Pour la première fois, cette multinationale a mesuré sa performance face à ses concurrents internationaux et profité de l'opportunité de mieux valoriser son entreprise. Votre activité se développe, on vous a peut-être parlé de vous développer, et pour vous développer plus vite, vous vous êtes dit, pourquoi pas la franchise? Est-ce vraiment une bonne idée? C'est la question qu'on va poser tout de suite à notre expert. Pierrick Belin, bonjour. Bonjour. Pierrick Belin, vous êtes expert comptable et président de Axiom Associés. Alors, on parle franchise, est-ce qu'il y a déjà un bon moment pour se lancer? Alors déjà, le premier moment, c'est d'avoir éprouvé le concept. Si on a réussi à avoir un concept éprouvé, c'est-à-dire qu'on arrive à montrer sa rentabilité, effectivement, on peut partir en franchise immédiatement, parce que c'est quand même un bon booster de croissance. Alors, j'ai appris, quand on a préparé cette chronique, qu'il est interdit, tout simplement, de lancer une franchise sans avoir déjà eu un premier modèle. Ça semble évident comme ça, mais je ne pensais pas qu'il y avait une loi derrière. Effectivement, contractuellement, juridiquement, il faut avoir 1 ou 2 unités pilotes. Et pourquoi les unités pilotes? C'est parce que simplement, ça nous permet de justifier que le modèle économique, justement, est rentable. Alors on parle des opportunités, voilà, on a des auditeurs, des entrepreneurs, des spectateurs qui ont leur activité, qui disent il y a un intérêt potentiellement à me lancer, quels intérêts très, très spécifiquement? Alors aujourd'hui on voit bien que l'économie, le rythme on va dire s'accélère, on a besoin des fois de prendre une place sur un secteur donné, qu'il soit géographique ou un secteur d'activité, et il faut arriver à la prendre très vite, souvent avant les concurrents.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout financer, le développement en fonds propres. Et on n'a pas le don d'ubiquité non plus. Non plus. Et donc, du coup, confier finalement son savoir-faire à un professionnel qui va pouvoir le développer et l'exploiter comme si c'était le sien, puisque ça sera vraiment son entreprise, ça peut effectivement nous permettre d'accélérer notre croissance. Alors ça, c'est les opportunités, c'est le beau côté de la médaille, mais il y a un revers et du coup des risques. Et ça, on en parle peu souvent. Alors, on commence à en parler puisqu'on commence à avoir beaucoup de litiges devant les tribunaux qui commencent à se dénouer. Et effectivement, il y a des très gros risques juridiques qui sont pris dans une relation. Il faut voir qu'au-delà d'une relation financière, on a quand même une relation humaine et que l'exploitant qui va souscrire notre franchise met sa vie entre nos mains et ses critères de rentabilité. Ça veut dire que derrière, il est exigeant et il attend un accompagnement, en tout cas tel que prévu par les conditions contractuelles du franchiseur. Et le problème, c'est qu'on a des franchiseurs qui ne sont pas à jour ou pas très clairs dans leur contrat, c'est ça? Tout à fait. D'une part, est-ce que le concept a été bien éprouvé? Est-ce que le savoir-faire est bien duplicable? Est-ce qu'il a été correctement rédigé? Est-ce que le franchisé a été correctement formé? Est-ce que le franchiseur ne s'est pas trop engagé ou n'a pas laissé apparaître trop d'opportunités de chiffre d'affaires? Ou est-ce qu'il n'a pas été trop justement engageant dans ses relations trop contractuelles? C'est autant de risques qui peuvent conduire effectivement un tribunal à pénaliser un franchiseur en cas de défaillance du franchisé. Alors on parle de pénalité, mais c'est quoi? J'imagine c'est un peu plus qu'une petite tape sur les doigts. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux et ça peut même conduire une franchise carrément au redressement ou en tout cas être condamné à payer des fortes sommes parce que si vous êtes engagé, ou en tout cas que le franchisé arrive à démontrer que vous êtes plus ou moins engagé sur un montant de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires non réalisé que le franchisé va devoir compenser, non pas la marge, mais bien le chiffre d'affaires, ce qui peut être lourd de conséquences. Cette différence, elle est à la charge du franchiseur. À la charge du franchiseur qui devra compenser finalement le manque à gagner du franchisé. Fois X franchisé, effectivement, ça peut monter assez haut. Effectivement, surtout que des cabinets d'avocats commencent à se spécialiser dans ce type de contentieux. Alors on est loin des class actions américaines, dans des actions collectives, mais malgré tout, on a de plus en plus de litiges et vraiment des avocats qui ont vraiment un modèle spécialisé là-dedans. Ah, on sait qu'entreprendre, c'est un risque en soi, mais du coup, comment on limite ce risque? Alors, on le limite déjà en étant très vigilant dans toute la relation contractuelle, dans les relations, dans tous les échanges, sur le niveau d'engagement que l'on prend. Et surtout, le principe, c'est quand même d'avoir démontré que notre savoir-faire est bien duplicable et que c'est un modèle économique rentable. Parce que si le franchisé est rentable, le niveau de risque est beaucoup moins élevé. Pierrick, un grand merci à vous. Je le rappelle, vous êtes président d'Axiom Associés et je tiens à vous rassurer, et vous aussi, car cette chronique est complètement duplicable. Il suffit de partager sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, bref, où vous voulez. Faites connaître à la fois ces opportunités, mais aussi ces risques pour de futurs franchisés. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Êtes-vous sûr de maîtriser votre croissance et de disposer des moyens nécessaires à votre développement? Je vais vous expliquer comment nous avons accompagné notre client afin d'intensifier sa démarche à l'export et de disposer des moyens nécessaires pour moderniser son outil de production, des budgets commerciaux à l'international et des ressources indispensables pour faire face aux BFR induits par ces marchés. Notre connaissance approfondie du domaine viticole nous permet de mettre en place votre présentation financière en cohérence avec les attentes de vos investisseurs potentiels. Grâce à notre savoir-faire, nous avons pu simuler plusieurs hypothèses de développement. Une fois le groupe prêt, nous avons eu recours à un spécialiste des levées de fonds. Attention, les 2 premières étapes sont indispensables pour réaliser cette opération dans les meilleures conditions. Notre client a pu collecter 2 millions d'euros auprès d'investisseurs financiers. Ces fonds lui ont permis d'être présent immédiatement sur le marché export et de trouver un excellent relais de croissance de 25% de chiffre d'affaires, tout en respectant ses équilibres financiers.
Le crowdfunding est en plein essor. Pourtant, il y a des questions à se poser, peut-être même des précautions à prendre. On fait le point tout de suite avec Benoît Paris. Bonjour. Bonjour. Benoît Paris, vous êtes associé au sein du cabinet comptable CAPEC. Alors, peut-être un mot déjà sur ce crowdfunding qui se développe. Il y a plusieurs crowdfunding. Oui, tout à fait. Il y a 3 grandes formes de crowdfunding. Le premier, on est sur du financement par don. Donc le principe, c'est que les personnes vont sur une plateforme internet, elles ont envie de soutenir un projet, elles font le don de somme, elles n'attendent pas de retour, elles n'attendent pas de remboursement de cette somme-là. Elles croient au projet, elles ont envie d'aider le créateur ou le porteur du projet. Éventuellement, elle pourra avoir un coup de main, elle pourra avoir une contrepartie en remboursement en échange. D'accord. La deuxième forme, c'est le prêt. On parle de crowdlending, où là, on est soit sur du prêt solidaire sans intérêt, soit sur du prêt rémunéré. Et c'est un mode de financement vraiment alternatif au levier bancaire habituel. Et puis le troisième, on est sur de la souscription au capital, du crowd equity. Et là, on a des personnes qui rentrent dans le capital des sociétés. Donc, on l'a dit en introduction, il y a des choses sur lesquelles il faut quand même faire attention, parce qu'on a vu pas mal de projets qui se lancent sur les plateformes, qui n'arrivent pas à éclore, qui ne trouvent pas leur public et qui du coup ne trouvent pas leur financement. Oui, effectivement, il faut être attentif quand on se lance dans un financement participatif. Déjà, la première question, c'est de se dire quel est le public que je vise, quelle est l'activité que je porte, et déjà, c'est choisir sa plateforme. Bien choisir la bonne plateforme. Est-ce qu'on veut toucher un marché national? Est-ce qu'on veut toucher un marché local? Est-ce qu'on veut viser une activité très ciblée, associative, culturelle, ou est-ce qu'on est vraiment sur l'entreprise? Donc être attentif sur le choix de la plateforme. Chaque plateforme n'a pas les mêmes communautés déjà. Certaines sont généralistes, d'autres sont très axées. Et notamment être méfiant sur les plateformes locales. Est-ce que réellement derrière, il y a des gens qui vont aller la consulter? Parce que si on fait ça pour le plaisir, mais qu'il n'y a personne pour la visiter, ça ne servira pas à grand-chose. Donc ça, premier écueil à avoir. Ouais. Le deuxième, c'est qu'une fois qu'on a lancé sa plateforme, son projet de financement participatif, il faut être attentif à le faire vivre. Donc c'est-à-dire faire beaucoup de communication, partager dessus, donc partager avec les réseaux sociaux également, et puis faire travailler son réseau personnel, puisque les premiers financeurs de notre projet, ça va être la famille, les amis des amis, et c'est seulement après qu'on arrivera à toucher, on va dire, le grand public. C'est un peu comme quand un restaurant, mais aussi bon soit-il, s'il n'y a personne dedans, c'est ça, on rentre pas dedans, on passe et on va sur celui d'à côté. D'accord. Donc ça, c'est être attentif sur ce point-là, et puis également être attentif sur le montage financier, notamment pour la partie don. Il faut être attentif dans le fait que c'est un produit. Fiscalement, on va payer de l'impôt dessus, on va payer de la TVA dessus. Donc si on atteint une certaine somme, soyons attentifs que cette somme-là, on ait bien intégré toute la fiscalité qui va passer dessus. Voilà, troisième point. Et puis un dernier point, il ne faut pas considérer le financement participatif comme la seule source de financement. Faire un projet uniquement sur des financements participatifs, c'est prendre un risque de ne pas aller au bout. Ça doit être là comme un effet de levier avant tout. Bon, écoutez, maintenant, je vais partager à la foule qui nous suit votre nom. On est avec Benoît Paris, associé du cabinet comptable CAPEC. Je crois que maintenant, vous avez tous les outils, tous les points d'écueil à éviter pour vous lancer dans votre projet de crowdfunding. Merci à vous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous expliquer comment réaliser simplement, dans un temps record et en ligne, votre budget prévisionnel. Notre client, en déplacement en Italie, doit déposer sur le bureau du maire de la ville pour le lendemain matin un budget pour la création d'un festival de musique. Notre connaissance approfondie du domaine culturel, notre efficacité dans la réalisation de prévisionnels financiers associée à la mise à disposition d'une démarche précise pour notre client, a permis de mener cette opération dans les meilleures conditions. Mais un intermédiaire technologique a été indispensable pour communiquer de manière fiable et sécurisée, le cloud. Le client a ainsi pu déposer dans les temps le budget prévisionnel pour la réalisation du festival de musique. Grâce au travail collaboratif et à notre implication sur les projets de nos clients, l'organisation a été acceptée par la mairie et est reconduite chaque année.
300 000 euros, 500 000 peut-être. Allez, soyons fous, 2 millions. Que vaut réellement votre start-up? Est-il déjà temps de la valoriser? C'est toute la question que je vais poser à notre expert du jour, Raymond Dijol. Bonjour. Bonjour Thomas. Raymond Dijol, vous êtes expert comptable et associé au sein du cabinet GVA. On parle de start-up, de jeunes pousses, finalement c'est un peu fourre-tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui rentrent sous ces noms. Est-ce qu'on peut quand même en donner une définition? Si vous voulez, pour les startups, c'est vrai que c'est un terme qui est largement utilisé. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans la presse en ce moment. Mais une startup, on la définit en général comme une entreprise innovante, à fort potentiel, qui a souvent besoin de lever des fonds. Les jeunes pousses, c'est un peu plus large. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas obligatoirement des levées de fonds, mais ces entreprises qui ne sont pas arrivées à maturité, elles ont un produit qui n'est pas terminé, le chiffre d'affaires n'est pas réalisé, les profits ne sont pas encore là. Vous voyez, donc c'est un peu plus général. C'est des entreprises qui ne sont pas encore en régime de croisière. Et alors ça se valorise quand même? Bien sûr que ça se valorise. Il y a des moments où il faut le faire? Où ça se fait en tout cas? Alors si vous voulez, en général, pour ces jeunes pousses ou les startups, on ne valorise pas dans le cadre de l'ISF ou d'une transmission familiale. Non, ça pas du tout. Non, on va le faire dans certains épisodes de la vie d'une entreprise, puisque vous savez qu'une entreprise, ça a une vie comme un être humain. Donc si vous voulez, vous avez souvent un départ d'un fondateur. Donc à ce moment-là, il faut effectivement l'indemniser de la société. La deuxième chose, c'est en cas de tour de table. Effectivement, il faut savoir effectivement comment on évalue la société pour des problèmes de dilution, d'augmentation de capital. Et le troisième point, mais là ça veut dire que la start-up a réussi, c'est en cas de sortie industrielle, de cession en groupe. Alors est-ce qu'on finalement les valorise de la même manière qu'une entreprise qu'on va appeler plus traditionnelle? Alors moi je voudrais déjà rappeler les principes de l'évaluation. Alors, si vous voulez l'évaluation, il faut trouver une méthode pertinente pour la société. Il ne faut surtout pas prendre plusieurs méthodes et en faire la moyenne. Ça, c'est rejeté effectivement par tous les évaluateurs. C'est ce qui se faisait parfois avant. Oui, souvent. Ouais. Souvent. Peut-être trop souvent. Mais bon, on commence à informer. Donc on en choisit une? On choisit déjà une méthode. Mais alors, pour choisir une méthode, une start-up, ça a des spécificités. D'une part, il n'y a pas d'historique. On n'a pas de bilan. On a un prévisionnel. Souvent, ce sont des métiers innovants. Donc, c'est difficile les comparabilités. Et ensuite, il y a un risque d'échec qui peut être important dans certains cas. Donc, vous voyez, il y a des spécificités qui sont propres. Et qui, du coup, ne rentrent pas dans les systèmes d'évaluation traditionnels. Eh bien non. Alors on fait quoi? Alors, si vous voulez, on peut rappeler que dans les systèmes traditionnels d'évaluation, vous avez l'actif net évalué, vous avez des comparables, mais des comparables, il n'y en a pas. Nouveaux métiers, en général, en plus des transactions que l'on connaît, c'est souvent sur de grands groupes, donc ce n'est pas du tout les mêmes dimensions. Et ensuite, si vous voulez, la méthode des DCF, vous avez toujours des problèmes de taux d'actualisation et vous avez des prévisions qui sont souvent imparfaits. Donc, on ne va pas retenir ces méthodes traditionnelles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Souvent, on va regarder quelles sont les probabilités de plus-value à terme. C'est-à-dire que les capital risqueurs qui investissent dans les startups notamment, ils vont rechercher la plus-value. Pour rechercher cette plus-value, il faut savoir à peu près quel est le montant, à quelle date, et quel est le risque qu'ils prennent pour arriver jusque-là. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans un cadre spécifique d'évaluation. Alors, bien sûr, on aura besoin d'un business plan, peut-être moins précis qu'un prévisionnel pour le calcul des CF, mais donc on est dans une autre approche. Bon. Et ensuite, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'une start-up, en fait, ils vont regarder les besoins de trésorerie. Donc ça va jouer effectivement dans le cadre des opérations d'augmentation de capital. On va regarder effectivement la dilution ou non des fondateurs, parce qu'il faut qu'ils restent motivés. Et le troisième point qui est aussi important, c'est le tour de table. Pourquoi? Parce que plus vous avez des gens autour de la table qui financièrement sont reconnus, plus ça valorise la société. Donc vous voyez, on est assez loin de l'évaluation traditionnelle des sociétés, mais on évalue les startups. Alors Raymond, finalement, est-ce que le bon prix, le juste prix d'une startup, c'est parce que l'acquéreur est prêt à l'acheter? Alors là, effectivement, et souvent il y a une confusion, on n'est pas dans l'évaluation, on est dans le prix. Et vous avez raison, c'est-à-dire quelque part un VC, il va fixer un prix. D'ailleurs, on parle de valorisation pré-monnaie ou post-monnaie. Vous voyez donc, l'évaluation est utile, mais ensuite, pour la transaction ou pour un tour de table, c'est bien le prix. Raymond Dijol, un grand merci à vous. Je vous en prie. Quant à vous, vous l'aurez compris, il est peut-être déjà temps de savoir combien vaut votre entreprise. Tout dépend de ce que vous souhaitez en faire. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert. Merci à tous.
Vous avez un projet de création d'entreprise ? Mettez toutes les chances de votre côté. Soyez accompagné par un professionnel de la création. Notre cabinet peut vous guider dans votre lancement à travers un parcours d'excellence en 9 étapes. N'hésitez pas à nous interroger sur cet accompagnement. Travailleurs non salariés, lorsqu'on parle de prévoyance, une question shakespearienne se pose. Madeleine or not Madeleine, that is the question. Et cette question, je vais la poser tout de suite à Alain Fontaine. Bonjour. Bonjour. Alain Fontaine, vous êtes dirigeant du cabinet d'expertise comptable BDL, situé dans le nord de la France. Alors, Madeleine ou pas Madeleine ? Madeleine, ce sont des cotisations de prévoyance, de retraite, de frais médicaux et même de Pôle emploi éventuellement déductibles de son revenu et qui vous permettent, notamment pour la prévoyance, d'obtenir des indemnités journalières. Alors pourquoi la question se pose du coup, Madeleine ou pas Madeleine ? Parce que quand je peux le déduire à l'origine, je suis, malheureusement le jour où je toucherai des indemnités journalières, je serai obligé d'imposer ces indemnités journalières. Les cotisations à l'origine, chaque année quand je les paye, sont déductibles uniquement du revenu fiscal et pas du revenu social, alors que quand je vais les toucher, je serai imposé et à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Est-ce qu'on peut donner un exemple très concret avec quelques chiffres ? Oui, rapidement, on va dire que pour une cotisation de 2 000 €, je vais toucher globalement 50 000 € par an, c'est-à-dire 4 000 € par mois. Sur ces 2 000 €, je vais pouvoir déduire de mon revenu effectivement 1 500 € puisque les 500 autres euros concernent le décès. Et ces 1 500 € vont me générer, si je suis dans les tranches à 30%, vont me générer 500 € d'économie d'impôt. Et si jamais, malheureusement, je dois toucher ces 4 000 € par mois... Parce que je suis malade. Parce que je suis malade, en invalidité, malade, hospitalisé. Globalement, si je suis en Madeleine, il ne me restera que 40% de cette somme-là, puisque le différentiel, les 60%, correspondront aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu. Donc sur les 4 000, il me restera 40% de ces 4 000. Voilà, c'est ça, globalement. Est-ce qu'il y a un meilleur, il y a un seuil à partir duquel c'est mieux Madeleine ou c'est mieux pas Madeleine en termes de revenus ? Alors, au niveau de la déductibilité, effectivement, j'ai pas de problème de déductibilité sauf pour les très hauts revenus. Donc ça, c'est pas un problème à aujourd'hui, on sait le gérer. Par contre, pour savoir si je passe en Madeleine ou si je passe pas en Madeleine, c'est pas une question de revenus, c'est simplement une question d'âge. Et plus on avance en âge, malheureusement, plus il faut se poser la question, puisque la propension à être malade est plus importante à 50 ou 45 ans qu'à 20 ans, bien évidemment. Ça veut dire qu'avançant en âge, à un moment, je peux changer en me disant c'est mieux de pas être en Madeleine, mais c'est compliqué peut-être. Non, c'est pas compliqué parce que en fait, on reste sur le même contrat, donc il n'y a pas de questionnaire de santé qui pourrait être un peu embêtant. Et il suffit simplement d'envoyer un recommandé à sa compagnie d'assurance en fin d'année et s'assurer que la compagnie d'assurance l'ait bien reçu pour leur demander de ne plus être en Madeleine. Est-ce que si je résume en disant que plus on vieillit, moins Madeleine s'impose, c'est bien résumé ? Malheureusement, oui. Un grand merci à vous, Alain Fontaine. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Merci à tous. Merci.